Bonsoir et bienvenue pour ce direct dont le sujet va être Izmeri. Je vais attendre un petit peu de voir si du monde se connecte et laisse des commentaires afin d'être sûr que tout fonctionne bien. Donc, ce soir, je vais vous parler d'un univers un peu magique, fantastique, qui est Izmeri. Donc voilà le premier tome qui est paru il y a maintenant quelques temps. Je vois que du monde se connecte. Donc le sujet, c'est un petit peu la fin du monde. Un homme va laisser une vidéo à sa fille et expliquer sur cette vidéo comment l'apocalypse a eu lieu et en quoi il est responsable de cette situation. Alors concrètement, on est dedans un univers imaginaire avec un peu de magie, de fantaisie, mais l'histoire est a un thème assez sombre. On y parle de sorcellerie, de différents types, de nécromancie, et les protagonistes sont principalement des collégiens, puisque le public qui est destiné à ce livre et à les jeunes, les lecteurs de young adult ou autres. Donc on est dedans un récit assez dynamique et on va avoir différentes situations qui vont coller un petit peu à leur vie de tous les jours, avec leur centre d'intérêt, leurs problèmes, mais également les petits contretemps qu'on peut avoir au collège entre différents groupes. Donc Izmeri, c'est avant tout l'histoire d'une sorcière, d'une Wicca, qui va basculer vers des pratiques un peu sombres et dangereuses, et elle va revenir suite à la découverte d'un arbre qui va être fait par les jeunes, et donc il va falloir comprendre comment elle est devenue ce qu'elle est et quelles sont ses intentions. Dedans le premier tome, euh, donc, qui s'appelle Malédiction d'une Wicca, on a, on a une situation de départ, le présent du narrateur qui est lui dedans le futur, qui vit dedans une base et qui va partir vers une mission qui va, voilà, qui l'inquiète, et cela va l'entraîner à laisser ce message. Passer cette petite situation qui va présenter un petit peu le début de la narration, on plonge dans son passé lorsqu'il était ado et on va découvrir avec lui le début de cette histoire, dont la découverte de l'arbre aux propriétés étranges. Et derrière, il va s'emmener toute une petite enquête, vu que la jeunesse va forcément prendre les côtés un petit peu étranges de l'arbre pour un jeu. Ils vont vouloir enquêter dessus, ils vont faire des recherches, et petit à petit, la situation va déraper, ils vont perdre le contrôle et s'en rendre compte un peu tard. Donc là, on a vraiment une situation réaliste, avec la vie de tous les jours, avec un monde tel qu'on le connaît. Et au fur et à mesure de l'avancée du livre, on va découvrir la magie, on va découvrir une face bienveillante de la sorcière qui est censée revenir, et on va voir que tout s'assombrit. Il va y avoir des hauts et des bas pour les jeunes. Ils vont découvrir une boutique avec une personne qui va connaître des choses un petit peu plus sur le sujet et qui va essayer de les aider. Donc là, c'est vraiment le gros du premier tome, vu que l'objectif était de mettre cette histoire en place avec les craintes, avec la présentation de ces personnages. Dedans, le second tome, qui lui vient tout juste de paraître ce mois-ci,
donc qui s'appelle La Sentinelle de la Destinée. Là, on va vraiment basculer vers le côté magie, vers le côté univers des sorciers, parce que James, pour pouvoir avancer dedans ce combat contre la nécromancienne, va lui-même rencontrer tous ces personnages qui vont venir de l'univers des Wiccans, et il va bien entendu apprendre à les connaître, et il va y avoir une entraide qui va devoir se faire, et on va avoir un peu un choc des cultures. Donc le gros de l'histoire tient énormément sur la partie surnaturelle, sur la partie magie de tout, on va dire de tout le récit. Mais à côté, on va avoir des personnages qui vont rester humains tels que nous sommes, qui vont avoir des craintes propres à eux-mêmes, qui vont sentir vraiment l'absence totale de contrôle de la situation. Mais à côté, on va avoir vraiment une part d'amitié qui va être très importante au niveau de tous les différents personnages. Et bien entendu, il va falloir apprendre à se connaître, et ils vont devoir, comment dire, ils vont devoir partager un peu la mission. On a bien, donc on va avoir dedans la magie qui va être présente. On va vraiment avoir les deux facettes. On va à la fois avoir la partie magie protectrice pure, mais comme on parle de nécromancie, on va aussi beaucoup avoir on va dire, de sortilèges ou de situations qui vont avoir un lien avec des choses sombres, dangereuses. Donc, parce que la magie dedans cet univers peut être de toutes sortes. Tout va dépendre de la personne qui l'utilise. Le, J'arrive pas à trouver le mot. Les différentes magies vont se rencontrer, vont avoir un passé. Comme on a une grosse partie de l'enquête qui va se tourner vers le passé de la sorcière qui va revenir, il va y avoir toute une histoire du monde Wiccan qui est plus ou moins cachée par certains personnages, qui va se dévoiler petit à petit afin de comprendre certaines situations. Parce que bien entendu, la menace qui pèse sur le monde n'est pas forcément le centre d'intérêt de chaque protagoniste du livre. Chaque groupuscule, qu'il soit humain, qu'il soit sorcier, que ce soit les jeunes, va avoir ses propres centres d'intérêt, ce qui va aussi des fois emmener à des non prises de conscience de la situation, puisque certaines choses vont sembler futiles. Le texte, comme je l'ai dit, qui est orienté jeunesse, va être un texte accessible à tous, qui est relativement facile à prendre en main et à suivre, tout en ayant certaines particularités qui vont avoir un attrait avec la partie, on va dire, imaginaire et autres. Je regarde un petit peu s'il y a quelques questions. Donc voilà un petit peu la présentation, des livres et de l'histoire en gros d'Izmeri. Donc on n'est pas dedans de l'horreur, on est vraiment dedans on va être dedans du texte qui va être relativement lisible on va dire par tous âges, à partir du moment où ce sont des récits qui se lisent. Hein. La moyenne des lecteurs qui l'ont lu commence vers les 10-12 ans. Donc c'est assez. On va pas aller se choquer on va dire dedans les textes. Hein. Il n'y a pas de sang ou de choses comme ça. On va vraiment être dedans une petite prise de frisson. Le texte cherche surtout à provoquer des émotions, à provoquer des réactions vis-à-vis des situations, sans pour autant rentrer dedans le gore ou autre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de situation dangereuse, de mise en danger des
va dire, des personnages, mais je reste dans un thème qui reste vraiment qui va être sur tout ce qui va être une histoire, on va dire, qui cherche à faire voyager, à se faire plaisir. Les différentes, les différentes, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc on n'est pas dedans de l'horreur, on va vraiment être dedans de la fantaisie assez sombre, on reste pas dedans la fantaisie basique. L'axe va vraiment être donné sur les actions et sur ce qu'il se passe. Chaque personnage qui va agir à sa logique, à son objectif, et on va toujours essayer d'aller comprendre les différentes réactions des uns des autres. Certains messages qui se cachent dans le texte vont être sur l'acceptation de soi-même, l'acceptation de tout ce qui peut nous entourer. Et on va réellement chercher à donner de la logique à tout ce qui va pouvoir se passer. C'est vraiment des choses qui me plaisent dans le récit. J'ai vu beaucoup de films ou d'histoires où on avait un méchant qui était là je dirais parce qu'il était nécessaire, parce qu'il est méchant, il va faire le mal. Avec Izmeri, je recherchais vraiment à donner de la consistance au personnage. Il y a une suite d'événements qui l'a mené à provoquer ce qu'elle a provoqué, parce que clairement, il y a des étapes dans son plan qui ne sont pas forcément dans l'immédiat perçues par les différents personnages. Mais chaque chose qu'elle aura fait sont vraiment le résultat on va dire, d'événements tragiques qu'elle a vécu. Donc l'objectif, c'est vraiment de savoir qui elle est pour pouvoir éventuellement la contrer. Les enquêteurs, ceux qui vont l'avoir combattue au fil du livre, vont découvrir malgré eux que ce n'est pas un hasard si elle revient, qu'elle n'a, c'est pas non plus un coup de chance ou de pas de bol, hein, clairement, mais encore à ce niveau-là de l'histoire, ils n'ont que certains éléments à leur connaissance. Le fait que James raconte son histoire à l'instant T est clairement un choix que j'ai fait qui a son importance puisque la saga va avoir à peu près 6 ou 7 tomes. Je suis encore sur la découpe des derniers volumes. Mais clairement, James raconte ce qu'il sait. C'est-à-dire dans les premiers livres qui sont actuellement disponibles, l'histoire qui est racontée est bien entendu faite par un des protagonistes qui transmet certaines de ses connaissances à sa fille parce qu'il sait que dedans, certaines choses sont essentielles. Mais à ce moment-là, ils sont encore en combat, ils sont encore en train de lutter contre cette force du mal. Il n'a pas tous les éléments. Il y a certaines choses qui lui échappent, certaines autres choses sont cachées par on va dire, d'autres personnages qui sont présents. Donc il ne peut pas donner la totalité des informations qui vont pouvoir aider sa fille à poursuivre, on va dire, cette lutte. Donc même si certains événements, certaines choses importantes sont déjà plus ou moins cachées dès les premières pages dedans les livres, lui n'en a pas forcément conscience et ne les a pas encore trouvées. Donc on a une histoire qui suit clairement un fil qui est prédéfini depuis le début. J'ai commencé à écrire cette saga en connaissant chaque tenant, aboutissant et en ayant chaque grande étape de prévu. Mais le narrateur, lui, à ce moment-là, n'a pas tous les éléments en main. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est aussi de faire réfléchir le lecteur. Euh, ce que je souhaite, c'est que certains lecteurs se posent certaines questions en lisant les livres, se demandent s'il n'y a pas des petits éléments
Donc, parce que rien n'est caché, même si tout n'est pas forcément dit clairement, il n'y a rien de caché. Je ne suis pas forcément pour on va dire les événements qui vont arriver un petit peu comme un cheveu sous la soupe. Je préfère travailler un récit sur sa globalité et garder chaque élément important euh, bien archivé en sachant qu'ils ont déjà apparu. J'ai eu un correcteur qui m'avait déjà souligné une ou deux choses dans un des livres en disant ah il y a ça c'est bizarre et il avait fallu que j'explique le pourquoi du comment, que c'était pas forcément une chose qui était là pour combler un moment de l'histoire, c'est que si c'était présent sans forcément qu'il y ait plus d'accent dessus, c'est que c'est quelque chose qui reviendra plus tard. Mais comme les personnages étaient déjà passés sur ce lieu, il aurait été un peu incohérent qu'un objet qui était censé être là ne le soit pas dans les débuts de l'histoire et apparaissent comme par magie par la suite. Donc ça, clairement, c'est des fois des choses qu'on peut trouver dans le récit, mais ça a son importance. C'est comme lorsqu'on passe devant un bibelot sur une étagère, le jour où on n'en a pas besoin, on ne s'en rend pas compte. Le jour où on cherche ce bibelot pour une raison, il est forcément là, et il était la première fois qu'on était passé. Voilà un petit peu pour le gros de l'histoire. Aujourd'hui, Izmeri vit à travers les livres donc, qui sont édités par la maison Libre de Lire, donc, dont je vous ai mis déjà le lien dedans différents posts et dedans celui-ci. Mais j'essaye aussi de faire vivre cette histoire à travers les différents réseaux sociaux où je suis présent. Notamment sur Facebook, il y a la page Izmeri Saga. Elle a un objectif d'être immersif. Donc il y a des présentations de personnages sous forme de cartes, un peu comme celle-ci que je distribue lors des salons. Donc ces cartes me servent principalement à donner une image aux personnages, les présenter et à montrer qu'il y a à la fois des collégiens, qu'il y a des sorciers, vraiment qu'il y a il y a différentes tranches d'âge dans les personnages principaux et donc, ce qui fait que ce livre plaît autant à des jeunes ados qu'à des adultes qui l'ont lu, qui vont un petit peu plus s'identifier à des personnages comme Sonia, Vanessa ou d'autres qui sont présents. Dedans cette page, on peut aussi y trouver des présentations de lieux, d'objets présents dedans le livre, des citations. L'objectif, c'est vraiment de s'immerger. À certains moments, il m'arrive de faire ce que j'appelle des jeux sondages, euh, de prendre soit un lieu, soit un passage de l'histoire des livres, et de faire une interaction entre les personnages et les abonnés de mes comptes en leur faisant mener une petite enquête qui a pour objectif d'amuser et de mieux connaître un peu cet univers. Je suis présent sur Instagram euh, pour aussi promouvoir l'œuvre, pour partager beaucoup de visuels qui, qui m'occupent pas mal et que je prends plaisir à faire pour partager cela. Et je suis aussi présent sur Twitter, alors là c'est plus pour discuter. Il y a aussi la chaîne YouTube Ismeri, où on peut trouver les book trailers, qui sont aussi présents sur Facebook et Instagram, et on y trouve aussi histoires, des légendes, qui sont directement extraites du tome 2 d'Ismeri, et qui sont racontées par ma fille qui incarne un personnage qu'on a appelé Jessie Moran, donc, qui est une Wiccan. Donc l'objectif à travers ces petites légendes, ce sont vraiment des histoires qui ont été conçues pour le livre, car ils ont une importance dedans l'œuvre en général, et quitte à les avoir créées, en avoir partagé une partie dedans le tome 2 pour la nécessité de l'histoire, on s'était dit avec ma fille qu'il pouvait être intéressant de les mettre en vidéo et de les partager. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça permet aussi de comprendre un peu le passé des sorciers qui sont présents dans Izmeri, aussi bien par leurs petites légendes qui sont un peu l'équivalent de nos contes à nous qu'on va raconter à nos enfants,
que d'autres qui sont beaucoup plus sombres et qui montrent, qui, qui ont tendance à démontrer un petit peu la partie sombre qu'Izmeri va réveiller de leur univers. Car encore une fois, rien n'est fait au hasard. On a une ancienne nécromancienne qui revient, qui, qui a prévu ce qu'elle fait et qui va réveiller aussi bien certaines périodes que certaines pratiques. Et cela directement dans le monde de ce qu'ils appellent les non-initiés, donc nous, les personnes qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie, et comme toute communauté, on va dire un peu différente, ils ont leur vision à eux des fois de leur univers et de ce que nous sommes. Donc je parcours un petit peu, voir s'il y a des questions sur le côté. Donc je vais me représenter, je l'ai fait en début de vidéo, mais je vois qu'on me redemande de me présenter. Donc moi je m'appelle Franck Kerner, j'ai écrit les livres Izmeri que je vous ai présentés, je suis édité par la maison Libre de Lire. Donc moi en quelques mots, je suis un passionné de tout ce qui va être horrifique, magie et imaginaire, aussi bien télévisuel que littérature. Donc j'aime bien mettre un peu en scène mes personnages comme on pourrait le faire dedans une émission, on va dire dedans une vidéo. Donc on m'a déjà beaucoup dit que j'avais une écriture assez qui rappelle un peu les séries, les films très scénaristiques. Je suis aussi donc un entraîneur et un pratiquant d'arts martiaux et dedans ma vie de tous les jours je suis spécialiste en énergétique thermique technicien. Donc j'ai dedans mes différentes passions, mon métier, on attache beaucoup d'importance aux détails et à une suite logique d'engrenages, d'événements qui doivent se succéder pour que tout aille bien. Et mes livres sont un peu étudiés de cette façon-là. Je vais vraiment attacher beaucoup d'importance à différents détails, à différents actes, afin que tout l'ensemble me paraisse cohérent et paraisse aussi cohérent au lecteur. L'objectif, c'est pas de passer 40 minutes ou une demi-heure à comprendre une scène, à comprendre pourquoi on en arrive là. Pour moi, l'objectif dans mes livres, c'est que lorsque l'on se lance dans l'histoire, d'avoir envie de savoir ce qui va se passer, parce qu'on sent que les choses qui sont faites ont leur importance. Donc voilà un petit peu pour ma petite présentation qui avait manqué à certains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus Izmeri, si ce n'est que c'est donc de la dystopie, de la fantaisie et un petit peu, on va dire, pas mal de frissons, et que les jeunes en sont la cible. Donc voilà, donc les deux premiers tomes et celui qui est encore on va dire en cours d'écriture, vu que j'écris le tome 3, sont tous les trois on va dire, c'est la même phase de l'histoire. Ce sont les tomes qui sont racontés par le protagoniste que j'appelle James. Donc bien entendu, dans les livres, on a son histoire qui avance, mais on a aussi une partie de son présent, donc adulte, qui avance, puisque James, je le rappelle, laisse un message à sa fille pour expliquer la situation en vue d'aller d'aller faire une mission qui va être périlleuse. Donc tout cela, ça avance en même temps afin de pouvoir donner plus d'importance au présent une fois que ce que James connaît a été révélé au lecteur. Donc je joue vraiment sur deux aspects du temps en même temps, donc ce qui apporte certaines importances au niveau des choses qui sont dites, écrites, qui se passent, et au niveau de la chronologie. Donc, je le rappelle, lorsque James raconte son histoire, il n'est pas au courant de tout. Donc il y aura par la suite une deuxième phase où ce sera sa fille qui sera
un peu mise en avant et qui va devoir compléter cela avec ce qu'elle va pouvoir apprendre pour poursuivre. Concrètement, l'histoire est quand même relativement, même si elle n'est pas horrifique, relativement sombre. On est dedans un monde apocalyptique. Les humains survivent dans des bases et il y a cette présence démoniaque qu'Izmeri et d'autres aussi vont suivre qui font que on n'est plus du tout dans l'époque qu'on a connue, on n'a plus le même confort de vie que l'on connaît. Donc entre le tome 1, entre le début, on va dire le milieu du tome 2, on va voir tous les repères se dégrader. C'est-à-dire on va vivre en même temps que les personnages une descente vraiment aux enfers. On va, on va les accompagner aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Et on va se retrouver avec des événements qui dépassent clairement la situation de contrôle que pensait avoir James dedans les débuts de la découverte. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'arbre, de l'artefact en fait que vont découvrir les jeunes. Vous pouvez le voir derrière moi, une petite maquette qui avait été faite pour les salons. Donc, elle sert un petit peu de décoration, mais ça symbolise bien vraiment le début de l'histoire. Tout commence par la découverte de cet arbre et toute l'enquête va commencer à partir de là d'une façon un peu légère, anodine, et va s'assombrir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc actuellement, vous pouvez trouver ces livres aussi bien sur le site que l'éditeur qu'en librairie sur commande. Je réfléchis là. Donc le lectorat qui va se retrouver intéressé par ces livres, ça va vraiment être les personnes ou les jeunes qui aiment un petit peu frissonner, qui vont aimer des histoires telles que Chair de poule ou ces choses-là, en plus, on va dire, en un peu plus volumineuse. Au niveau de on va dire, de l'aspect de l'aspect général du livre, on va vraiment se situer pour un lectorat, on va dire, simple. Hein. Je cherche à faire des livres abordables assez facilement. Je l'avais déjà dit lors d'une interview, mais j'aime bien voir des jeunes lire. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas assez. Et mon objectif, c'était d'apporter des livres abordables pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à lire régulièrement, mais qui trouve une histoire qu'il ait envie de suivre. Donc on va être dedans du vocabulaire et des phrasés relativement simples, avec vraiment une priorité axée sur l'histoire en elle-même et son avancée. Donc j'évite en règle générale de faire des phrases pour faire des belles phrases. Elles ont toujours une utilité, un sens et sont assez faciles à comprendre. L'autre message, c'est la tolérance. Je l'ai déjà dit, j'essaye de faire une acceptation de soi-même, une acceptation de ce qu'il y a autour. Donc dedans mon récit, on trouve naturellement à l'intérieur, bien sûr des conflits entre ados, mais avec toujours un sens derrière. C'est-à-dire qu'un jeune qui va persécuter ses camarades au collège ou autre, il y a un moment ou un autre, on va se rendre compte qu'il y a des raisons pour lesquelles il fait ça, qu'il ne le fait pas forcément que par plaisir, et on va avoir des conflits qui vont se mener, mais toujours avec une espèce d'analyse et de compréhension de ce qui se passe. On va trouver aussi naturellement des couples qui ne sont pas hétérosexuels de façon encore naturelle. Je n'y mets aucune insistance, c'est vraiment des personnages qui ont leur importance en plus dans le récit. Tout s'était fait naturellement
Et voilà, l'objectif, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont, de s'accepter soi-même, mais de savoir aussi se dire que si on est différent, c'est pas un mal, c'est pas forcément un problème, c'est juste qu'on est comme ça et qu'on l'est bien. Donc tous ces aspects-là, on va les trouver au collège, on va les trouver dans l'entourage des jeunes, mais on peut aussi les trouver à travers les aspects magiques. Euh, je trouve que l'imaginaire permet d'extrapoler pas mal de problèmes des jeunes ou d'autres et de les présenter d'une façon un peu différente euh, pour justement apporter une compréhension, une vision et se prendre une conscience un peu sans se retrouver confronté au problème, voilà, à la situation ou au problème lui-même. J'ai j'ai beaucoup travaillé l'aspect magique présent à l'intérieur pour lui donner vraiment des fonctions et des sens spécifiques. J'essaye toujours de sortir un petit peu des standards, des, on va dire, des habitudes qu'on peut trouver à travers la magie pour apporter une logique qui va aller avec la culture des personnages. Euh, Encore une fois, on peut avoir de la magie sans pour autant circuler sur un balai, sans pour autant l'utiliser à des fins différentes. On va trouver des baguettes magiques à l'intérieur de mon récit, mais elles ont, c'est pas le, s'il y a un matériau qui permet aux baguettes d'avoir certaines propriétés, l'utilisation en fait peut entraîner certaines choses avec le sorcier qui va l'utiliser. Et si on a un matériau qui peut apporter des baguettes magiques, pourquoi ne pas faire d'autres choses avec? Donc là, on arrive dans la partie historique, passée du monde des sorciers, et on se rend compte que si on peut faire des baguettes, on peut peut-être faire d'autres choses avec. Donc on va avoir dedans la magie, tout comme on peut trouver dedans nos sociétés à nous, une part bienfaitrice et des acteurs de leur peuple qui vont peut-être eux aller chercher à étudier et faire d'autres choses. Donc là-dedans, on a aussi bien dans les camps des humains que dans le camp des sorciers, on va avoir du bon, du mauvais. Tout ça va devoir s'entraider ou pas. Là, ça sera un choix que l'on découvre dans le livre, bien entendu. Et est-ce qu'il y aura des alliances ou pas? Ça va être un peu plus le sujet du tome 2. Dès les premières pages, comme on sait qu'on est dedans un monde apocalyptique, on sait déjà que l'enquête faite pour l'arbre par les protagonistes va forcément déraper. Donc le jeu un peu de l'écriture, c'est de faire patienter cette descente aux enfers, de faire découvrir chaque étape. Des livres des livres avec des mondes apocalyptiques, on en trouve énormément. Des livres qui vont présenter chaque moment clé on va dire, du dérapage vers un monde détruit, destructeur, on en trouve moins. Donc mon objectif à moi, c'était de présenter ce glissement, d'arriver au point vraiment de rupture, de bascule et de jouer un peu dessus. Donc on va vraiment débuter avec une histoire qui se passe dans un monde normal, où tout se passe dans le meilleur des mondes. On va voir on va pouvoir voir chaque moment, chaque acte qui va être programmé et fait par la nécromancienne mener notre monde vers sa destruction. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut à la fois présenter le glissement, on peut à la fois montrer qu'il y avait un moment où ça pouvait s'arrêter et ça n'est pas fait, mais le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que on va dire les personnages n'ont pas réussi à stopper cette descente aux enfers? Eh ben, il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Et là, on peut essayer de mettre une cohérence dans ce qui va se faire et, et tout simplement expliquer de manière logique quelque chose qui peut se présenter un peu en disant comme par hasard ça ne s'est pas fait.
Donc là, je joue un petit peu avec ça, que ce soit du côté de la vie ordinaire de James, Gaël, Greg, Sandrine, qui ne trouvent peut-être pas l'aide qu'il faut autour d'eux, ou alors qui n'ont pas pris conscience de certains éléments pour donner les explications aux personnes censées les aider. Mais pourquoi en arriver à se demander pourquoi la communauté qui, qui a quand même connu la nécromancienne n'intervient pas, là ça paraît un petit peu plus surprenant. Donc il faut découvrir leur monde à eux. Peut-être n'avaient-ils pas la même vision de ce personnage, parce que la partie intrigante d'Ismeri, c'est qu'on se retrouve quand même avec un personnage qui a deux aspects, qui est présenté dans les livres de deux façons par rapport aux différentes époques où elle a vécu. Elle est tantôt bienveillante, tantôt, bah, là, lors de son retour, la pire destructrice et la plus menaçante qui soit. Donc, qu'est-ce qui peut entraîner une communauté complète à ne pas percevoir un danger tel que celui-ci ou à ne pas vouloir pouvoir intervenir? C'est quelque chose que James et son groupe vont creuser. Et là, ça devient très intriguant, très intéressant dans la mesure où il est partagé entre la découverte d'un monde quand même qui l'émerveille, qui est surprenant, qui n'a rien d'ordinaire, mais d'un autre côté, il ne comprend pas pourquoi le danger que voit et côtoie depuis déjà quelques temps et qui a causé quelques dégâts ne semble pas les intriguer. En plus de ça, ils découvrent en même temps que la personne qui les aide est mal perçue là-bas et qu'il y a des problèmes et qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues. Donc clairement, entre le premier tome qui, qui, qui se met dedans vraiment qui n'est que les bases, les fondations de l'histoire pour présenter les personnages et la situation, on va tomber dans un tome 2 qui comprend beaucoup plus de choses, qui fait déjà le double de volume du premier tome, puisque là, la partie découverte qui est présente nécessitait quand même un minimum de présentation. Donc là, James va vraiment se trouver dedans une situation très complexe et va être frustré de voir qu'on ne, bah, qu'on ne prend pas forcément au sérieux leur, leur message. Voilà un petit peu pour la présentation d'Izmeri. Donc, comme je vous le disais, c'est une saga basée sur la partie magique, fantastique. Et c'est aussi tout un univers autour que je développe au niveau des différents réseaux et que je développe aussi à travers d'autres projets d'écriture que j'ai en cours. Donc j'écris à la fois la suite des livres et d'autres choses à côté qui aboutiront probablement par un temps futur. Si vous me voyez lors de salons, vous me verrez souvent avec les cartes personnages que je vous ai montrées. Donc à l'heure actuelle, il y en a quand même quelques-unes. Donc l'objectif de ces petites choses-là, c'est à la fois de servir de marque-page, mais aussi comme je vous disais, de présenter les personnages et d'avoir un autre attrait. Euh, ce qui est souvent intéressant dans un livre, c'est quand on connaît les personnages et quand on a l'impression vraiment de bien les connaître. Donc on se les approprie un peu. Donc encore une fois, les cartes peuvent servir de marque-page, elles peuvent servir à présenter les personnages. C'est un petit peu des petits objets qu'on peut collectionner qui ont une petite importance un peu particulière, mais ça met aussi à la fois en avant on va dire les avantages, les qualités et les défauts de ces différents personnages. Donc l'objectif, c'était encore une fois de ne pas montrer des personnages super-héros. Euh, James qui raconte le récit n'a rien de particulier en fait.
il est à la fois le narrateur et un peu un observateur, même s'il agit, il aide au maximum. C'est pas lui le personnage principal, ce n'est pas lui non plus qui est le grand guerrier qui va lutter contre la sorcière. Donc ça me permettait un petit peu de changer un peu les règles. Donc là, on a un narrateur qui a des défauts, euh, qui sont présentés de façon simple, hein. Et qui à la fois, en fait, il a plus un rôle de témoin. Donc il raconte une histoire dont il ne connaît pas chaque détail. Au fur et à mesure du récit, il lutte, il se bat lui aussi, hein, pour sauver sa vie, sauver celle qu'il aime, sauver tout le monde. Mais c'est pas forcément lui qu'on va retrouver dedans les moments les plus dangereux, les plus importants. Bien que ce soit un personnage hautement important de par sa position de narrateur ou par sa position dans l'histoire en général. Si le nom de la série s'appelle Ismeri, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est bien elle le personnage principal. Mais derrière, il n'a un rôle que de narrateur. Du coup, dedans ce récit, euh, James agit au mieux, mais il y a beaucoup de personnages féminins, donc que ce soit Gaëlle, Sandrine, Sonia, dedans les week-ends, car dedans cette histoire, il me paraissait plus naturel d'avoir ces personnages-là qui prenaient un peu la part et qui prenaient les choses en main. Donc on a vraiment de tout. On a par la suite des créatures qui vont arriver, donc qui sont encore une fois revues, revisitées. Euh, j'ai euh, j'ai essayé de réutiliser les créatures qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, en gardant un peu plus leur côté basique, leur côté primaire, et on les redécouvre un peu de façon différente. De la même façon, en utilisant un peu toutes ces choses-là, j'ai revisité un petit peu dans le tome 2 notamment, euh, j'ai mis une part de mon histoire dans ce qui s'est passé à Salem. Toutes les personnes qui ont appris un minimum d'histoire sauront ce qui s'est passé lors de la grande chasse. Donc voilà, j'essaye de trouver des petits points un peu de repère qui permettent de toujours donner un petit côté réaliste en fait à cette histoire pour justement qu'elle provoque des réactions, des émotions, des frissons, des stupéfactions. L'objectif, c'est vraiment de ne pas forcément sortir indemne de cette histoire, de la vivre avec les personnages. Je reste disponible même hors de ce live, hein, pour répondre aux questions. Il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter via mes différents comptes, via cette publication ou d'autres. Je reste toujours disponible, que ce soit pour discuter des livres, discuter de littérature en général, ou alors de savoir si mon livre peut coller à un lectorat ou pas. Euh, L'objectif, c'est pas de vendre à tout prix. L'objectif, c'est surtout de partager une histoire, de faire voyager. Pour cela, n'hésitez pas à aller lire les extraits des deux tomes qui sont à l'heure actuelle parus. Vous pouvez la trouver sur mes différents comptes ou sur le site de mon éditeur. Vous pouvez d'ailleurs faire un tour aussi pour voir les livres de mes collègues, hein, de la maison d'édition. J'en ai quelques-uns qui sont passés pendant ce live, que je salue maintenant. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais n'hésitez vraiment pas. On est, on écrit tous pour partager, alors que ce soit des univers. Moi, je suis plus basé sur la littérature de l'imaginaire, les créatures, la magie et autres. J'ai des confrères qui écrivent un peu plus sur du réaliste, sur du vécu. On a tous à cœur de partager nos parcours, nos récits. Et en règle générale, lorsqu'on a des personnes qui nous contactent pour avoir des renseignements, pour savoir
si, si le contenu pourrait leur convenir à eux ou pas, on répond toujours, que ce soit nous, nos éditeurs ou autres. Voilà. Donc s'il n'y a pas plus de questions ça qui tombent, je pense qu'on va pas que je vais pas tarder à pouvoir conclure. Euh, tac. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les maintenant. Il nous reste 10 minutes. Pour ces 10 dernières minutes, je vais un petit peu plus parler des différents projets. Donc aujourd'hui, moi j'écris plus dedans l'imaginaire, que ce soit donc cette saga où j'écris aussi. J'ai actuellement 2 projets en cours, un peu plus dans l'horrifique adulte, un autre un peu plus dans le young adulte, mais vraiment, on va dire vraiment la littérature young adulte qui va être plus dedans de la science-fiction avec vraiment des ados particuliers. Et l'autre projet qui a plus à voir avec les contes, avec la vingtaine de contes que j'ai écrits pour donner de la consistance à mon récit qui est Izmiri, donc que je développerai peut-être pour le partager par la suite. Voilà un petit peu pour ce live qui s'est quand même mieux passé que la dernière fois. Pour ceux qui sont là, qui étaient présents la dernière fois, je n'avais aucun visuel sur les commentaires, on va dire, ni les visuels, donc c'est pour ça que je stressais un petit peu au début. Je vois une question, donc on me demande comment m'est venue l'envie d'écrire. Alors c'est vrai, en plus je voulais en parler, j'ai pas pensé à l'expliquer. Donc alors moi à la base, c'était vraiment le personnage d'Izmeri qui m'est venu. Cette sorcière un peu controversée qu'on peut voir aussi bien du bon côté que du mauvais côté. Et toute l'histoire se construisait. Donc j'ai un petit côté un petit peu insomniaque, donc souvent la nuit je réfléchis beaucoup et ça commençait à prendre beaucoup trop de place dans ma tête. Donc un jour, plutôt une nuit d'ailleurs, je me suis dit on va jeter ça sur le papier et on va voir après au pire ça peut faire une petite histoire pour se faire peur, Halloween ou autre. Donc je me suis mis à écrire l'histoire. Donc je pensais écrire quelques pages. Au final, j'ai écrit le premier tome d'Izmeri. Je me suis dit que j'étais à pas grand chose de l'histoire, que ça allait être beaucoup plus consistant que ça. Donc j'ai essayé de corriger un peu, d'améliorer un peu ce texte. Et en discutant un peu autour de moi, avec mon épouse, mes enfants et des amis, je me suis rendu compte que cette histoire intéressait par sa particularité de narration et par vraiment le caractère, le caractère et le passif de cette nécromancienne qui est Izmiri. Donc, à un moment, après l'avoir écrit, et avoir échangé avec les personnes avec qui je discutais, je me suis dit que ça pouvait être éventuellement intéressant de voir ce que des professionnels en penseraient. Parce que je suis pas du tout, j'ai pas vocation d'être écrivain à la base. J'écris, même si j'écrivais, c'était plus pour moi personnellement ou autre. Donc j'ai commencé à envoyer ce manuscrit, j'ai eu différentes réponses, beaucoup de négatives bien sûr, hein, comme beaucoup, et quelques avis critiques qui me donnaient des pistes. Et à un moment, donc j'ai eu la maison d'édition Libre de Lire qui m'a dit que c'était pas mal, qu'il y avait des choses à retravailler, qu'on a travaillé ensemble, et que l'histoire les intéressait. Donc c'est comme ça que je me suis un petit peu retrouvé à éditer le livre, plus par envie de le partager que par vocation d'être un auteur. Et donc une fois lancé, j'ai continué d'écrire bien entendu cette histoire, parce que quand on commence à partager quelque chose avec un lectorat, l'idée c'est quand même d'aller au bout de l'histoire. Donc voilà, l'envie d'écrire est vraiment venue parce que l'histoire, parce que le personnage me plaisait. Si je commence à écrire un texte juste pour l'écrire, ça ne marche pas. J'ai besoin d'être passionné, j'ai besoin vraiment de me retrouver lorsque j'écris.
Et cette histoire qui est très complexe, hein, c'est un gros travail scénaristique et de mise en place, parce que quand on joue sur différentes époques, ça apporte beaucoup d'organisation et de réflexion afin de ne pas se contredire d'un livre à l'autre. Euh, Généralement, si nous on ne le voit pas quand on l'écrit, les premiers retours ne manquent pas de le souligner. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis mis à écrire. Je suis un grand lecteur, j'aime beaucoup lire. À la maison, on préfère passer la soirée avec des livres qu'autre chose. Donc l'idée c'était vraiment cette histoire, ce personnage que je trouvais très intéressant, qui a un parcours très particulier, puisque c'est son parcours qui l'entraîne à agir et à devenir ce qu'elle est. Euh, c'était, euh, C'était vraiment l'envie de le partager. Donc aujourd'hui, c'est un projet que je compte bien mener à bout, hein, qui prend son temps, parce que c'est entre la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sportive et la petite vie d'auteur, ça demande beaucoup de temps. Et l'objectif pour moi, lorsque j'envoie le manuscrit ou lorsque le livre sort, c'est de fournir quelque chose qui est au mieux. Donc le premier tome était mon premier livre, mon premier écrit. J'avais déjà écrit des petites histoires, mais jamais vraiment un premier roman. Donc le deuxième tome d'Ismeri est logiquement le deuxième livre que j'écris. Voilà donc pour répondre à Marianne. Donc voilà. Voilà, donc je regarde, il n'y a pas trop d'autres questions de tomber. Voilà pour ce live. Donc je vous remercie à tous pour votre présence. Je remercie naturellement les organisateurs à Plundel pour nous avoir permis à nous tous d'avoir fait ce petit salon, euh, d'avoir aussi organisé ces lives qui permettent d'échanger un peu avec tout le monde et de se faire aussi un peu connaître. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ne partez pas trop loin, je sais, je ne me rappelle plus de son nom, alors je m'excuse, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Et n'hésitez pas à venir sur les différents comptes que j'ai créés, dont je vous ai parlé dans la citation de cette vidéo, et aussi à vous rendre sur la maison d'édition Libre de Lire. On a beaucoup de choses à partager avec vous. Et pour toute question, n'hésitez vraiment pas à me contacter ou à contacter n'importe quel auteur que vous pouvez trouver ici ou ailleurs. On sera tous très heureux d'échanger avec vous et de partager nos différents univers et nos différentes, on va dire, histoires à partager. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux. Au revoir.